Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être encore une fois aussi nombreux pour cette nouvelle session de formation de l'Académie de la Cheville sur un thème encore peu abordé, alors déjà abordé rapidement au sein d'une thématique plus générale par François Fourchet qui est l'orateur de ce soir, mais qui va être beaucoup plus détaillé, notamment sur la base de demandes de votre part. Donc, pour rappel, l'Académie de la Cheville, c'est simplement un réseau qui a été initié par les gens qui ont développé le dispositif Miolux, mais qui est un réseau qui a pour objectif de diffuser et de partager les connaissances autour du pied et de la cheville instable notamment, et connaissances développées par les kinésithérapeutes, les chercheurs, les médecins, les chirurgiens, et donc, tous les intervenants au sein de cette académie sont l'un et ou l'autre de ces types d'intervenants, et tous sont impliqués dans la recherche et sont publiants dans le domaine de la prise en charge des chevilles instables. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sans problème tout au long de la présentation, par écrit, parce que comme vous êtes nombreux, c'est compliqué de libérer les micros de tout le monde, par le biais de la petite rubrique questions qui est en bas à droite de votre écran. Et puis, on se fera un plaisir de compiler toutes ces questions à la fin et d'essayer d'y répondre autant que possible. Ce webinaire est filmé, donc l'objectif c'est notamment de mettre ce film sur la chaîne YouTube de l'Académie de la Cheville. Ce sera le cas demain ou après-demain. Donc si jamais vous devez vous absenter pour raison urgente ou qu'un film ne passerait pas, alors j'anticipe peut-être un problème technique à venir, on m'appelle Nostradamus dans le milieu, mais s'il y a un film qui passe pas ou que vous ne voyez pas, ne vous faites pas de soucis, vous aurez tout le loisir de le revoir plus tard. Voilà, j'en ai fini. C'était pas moi qui faisais la plus grosse partie du boulot ce soir. Je vais donc passer maintenant la parole à François, que je remercie encore une fois de participer pour la seconde fois à cette académie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous, merci pour cette seconde invitation. Alors on change un petit peu de sujet effectivement, même s'il avait été abordé en fin de présentation la dernière fois. Le gainage du pied par le renforcement des muscles intrinsèques. Essayer d'insister effectivement sur les bases scientifiques, parce qu'il y en a quand même de plus en plus, et puis sur les applications pratiques qui sont quand même ce qui nous intéresse particulièrement. Alors, gainage du pied, il y a gainage, un rappel, je dirais, sur le gainage, parce qu'on utilise tous ce terme, je dirais pas à tort et à travers, mais de manière très très large. Hein, bah oui, c'est le rôle de la stabilisation lombo-pelvienne au départ pour assurer la fonction des membres inférieurs. Encore une fois, ça fait appel aux notions de stabilisateur et de mobilisateur hein, au niveau des muscles du corps entier, les stabilizers et les movers pour les anglo-saxons. Qu'est-ce que c'est un stabilisateur? C'est en général un muscle à petite section, un petit bras de levier, comme le multifidus par exemple, qui augmente la stabilité entre les segments. Et puis de cette base stable et solide, permet aux mobilisateurs principaux, par exemple pour le tronc, le grand dorsal, d'effectuer leurs tâches et de pouvoir actionner les grands leviers. Que se passe-t-il si on a de faibles stabilisateurs locaux, c'est-à-dire un défaut de gainage, un manque de gainage? Eh bien, le fondement proximal du mouvement est instable et on se retrouve mal aligné. Des mouvements anormaux du tronc ou des membres inférieurs peuvent avoir lieu et effectivement, on arrive aux pathologies de surcharge. C'est bien pour ça qu'on agrémente, je dirais, de gainage la majeure partie de nos programmes de rééducation, notamment sur le membre inférieur. Revenons au pied. Qui est responsable de ce gainage du pied? Les muscles intrinsèques. Ça ne veut pas dire que les extrinsèques n'auront pas un rôle, mais on a choisi de parler des intrinsèques aujourd'hui. Ça veut dire quoi intrinsèque? Bien sûr, c'est origine et insertion distale au niveau du pied. Alors ils sont répartis en 4 couches. Ils sont rappelés ici pour mémoire. Vous avez en sombre, je dirais en gras, certains muscles qui sont un petit peu plus importants que les autres, je dirais, notamment les deux premiers, l'abductor hallucis et le flexor digitorum brevis, notamment parce qu'ils sont un petit peu plus accessibles, et notamment à l'électrostimulation, surtout
l'abducteur du gros orteil. On en reparle un petit peu plus tard. J'attire aussi votre attention sur cette figure-là, le fait que certains muscles intrinsèques du pied vont courir, je dirais, sur l'ensemble du pied, et d'autres vont trouver une insertion plutôt sur le médio-pied et vont aller vers l'avant-pied. Et ceux-là, nous en reparlerons en toute fin de présentation, notamment avec la course en chaussures minimalistes. Les fonctions de ces muscles intrinsèques et de cette arche médiale du pied. Alors, vous allez beaucoup trouver l'acronyme MLA, ça veut dire Medial Longitudinal Arch en anglais, hein, c'est l'arche médiale du pied. Eh bien, elle s'écrase et se reforme, hein, c'est le recoil pour les anglo-saxons, en réponse à un stress mécanique, hein, c'est ce système de ressort. Ce système n'est pas seulement passif, mais il est aussi actif par les intrinsèques et par les extrinsèques, la partie passive étant bien sûr surtout l'apanage de l'aponévrose plantaire ou fascia plantaire. Le mécanisme de ressort, c'est simplement qu'on stocke de l'énergie mécanique, hein, en allongeant, et puis elle est restituée à chaque contact du pied au sol. Les muscles intrinsèques, si on résume un petit peu, ils contribuent à l'absorption de la contrainte et à la restitution des forces, comme on vient de le voir. Ils limitent les contraintes et le stress du fascia plantaire en tant que agoniste, et puis ils facilitent la transmission des forces à l'appui, notamment les forces du triceps. S'il n'y a pas un levier pied solide et rigide, on a plus de mal à transmettre les forces, notamment dans les mouvements de course ou d'impulsion. Alors en situation, qu'est-ce que ça donne? Déjà, deux petites choses. Si on rentre un peu plus dans le détail, les muscles intrinsèques du pied ont certaines qualités d'ajustement. Par exemple, ils sont d'autant plus actifs qu'on les place en situation dynamique. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité à venir être de plus en plus, à répondre de mieux en mieux à la sollicitation au fur et à mesure que celle-ci augmente. Ils sont également plus actifs quand la contrainte augmente, c'est-à-dire qu'ils ont cette espèce d'ajustement que les anglo-saxons appellent le fine-tuning, et qui fait que par exemple en cloche-pied, on va avoir une meilleure activation directement qu'en saut à deux pieds par exemple. Ça, c'est des travaux vraiment excellents de mon ex-collègue au Qatar, Luc Kelly, que je vous invite à lire pour ceux qui sont intéressés. On n'oublie pas bien sûr, même si ce n'est pas le propos ce soir, mais c'était un peu l'idée la dernière fois sur l'instabilité chronique de cheville, les muscles intrinsèques du pied font partie de la première interface du pied au sol et ont bien sûr une grosse importance en termes de proprioception et d'acteurs de la boucle sensorimotrice comme premier intervenant, je dirais, de cette interface pied-sol. Alors, le concept de gainage du pied semble avoir du sens, semble-t-il. Alors là, j'ai mis un copyright, mais bon, pour la clarté du débat, il faut bien signaler que ce sont les abdominaux de Romain Terrier que vous voyez là. Donc, bon, il rougit un petit peu à côté, mais voilà, les Américains sont venus chercher les abdominaux de Romain Terrier pour cette photo. Je crois qu'il fallait quand même rendre à César ce qui était à Romain. Alors, plus sérieusement, le concept de gainage du pied semble avoir du sens, oui, mais dans les diapositives qui viennent, on va regarder un petit peu ce qui se passe lorsque justement il y a une défaillance ou une faiblesse de ces muscles intrinsèques du pied. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsque le soutien actif est insuffisant au niveau de l'arche médiale du pied? Alors, déjà au niveau épidémiologie, blessure, eh bien, on sait que ça a un rôle dans les fasciopathies plantaires. La blessure, par mise en tension, stress excessif et déformation répétée excessive de l'arche du pied, va être un facteur favorisant dans la fasciopathie plantaire. Ensuite, dans les périostites tibiales, par exemple, capacité réduite à contrôler le moment de pronation, eh bien, on sait que c'est un facteur favorisant. On peut parler d'hyperpronation ou de pronation mal contrôlée, facteur favorisant dans les périostites tibiales. Que se passe-t-il en cas de défaillance ou de faiblesse de l'affaissement de l'arche? Autre mécanisme qui est relativement intéressant, c'est cette pronation augmentée qui entraîne une tension, je dirais, déplacée au niveau de la traction du tendon d'Achille. Vous voyez bien sur le schéma de gauche ici qu'on va avoir une traction beaucoup plus médiale et un angle plus important ici en cas d'affaissement de l'arche, de pronation mal contrôlée, et qu'on risque d'avoir ce qu'on appelle en anglais le whipping mechanism, c'est-à-dire un système de toupie, où cette bascule dans le plan, on va dire grossièrement, parce qu'on est en 3D, pas en 2D, mais grossièrement dans le plan frontal, va donner une
torsion dans le plan transversal avec les conséquences qu'on connaît au niveau de l'anoxie des fibres du tendon d'Achille qui sont déjà à risque, et c'est un mécanisme qui a été décrit dans les pathologies d'Achille. Que se passe-t-il maintenant en termes de performance si on a une défaillance ou une faiblesse de ces muscles intrinsèques du pied? Donc d'un point de vue un peu plus biomécanique, eh bien augmentation de la pronation statique debout à la marche ou à la course, ça on le sait. On revient aux travaux de Grover Snook ou de Folkowski, vous avez les références en bas. Le pied est moins rigide car le médio-pied n'est pas correctement vérifié au moment de l'appui, et on a moins de qualité de levier pour transmettre les forces, notamment celle du mollet. Je termine en disant, il y a les défaillances, il y a tout ça, il y a aussi la fatigue. Qu'est-ce qui se passe lorsque ces muscles-là sont fatigués? Alors c'est une étude que nous avons menée au Qatar, et qui a été publiée dans le JAT en 2014. On a fait courir de jeunes athlètes jusqu'à l'épuisement, et on se rend compte que lorsqu'on a un phénomène de fatigue, eh bien on a une charge, si vous voulez, qui augmente sous le médio-pied uniquement, alors qu'elle ne change pas entre fatigue et post-fatigue sur les autres parties du pied. C'est uniquement sur cette zone-là, avec une pronation relative plus importante, donc une augmentation des contraintes sous l'arche, et donc des facteurs qui prédisposent aux blessures, notamment aux métatarsalgies. On passe maintenant à la partie pratique, la stratégie pour un bon gainage du pied. Ça, on l'a décrit très bien avec le collègue Patrick McKeown dans Clinic SportsMed en 2015. Il y a 3 étapes. Un gainage du pied isolé en actif volontaire, avec des exercices faits par le sujet. Ensuite, un gainage du pied isolé en actif involontaire, on va parler de l'électrostimulation. Et puis, on essaye ensuite d'intégrer, de mettre ensemble, de coupler ces phases 1 et 2 pour avoir une progression vers des tâches plus dynamiques. Alors, voilà le film dont Nostradamus avait prédit qu'il ne pourrait pas passer, donc je vais vous le faire comme à la radio, et je m'excuse déjà par avance. Normalement, vous devez voir sur ce film la différence entre l'exercice du short foot, que vous connaissez je pense tous, et l'exercice de la griffe des orteils. Quand on griffe les orteils, cet exercice qui est en général décrit avec une serviette, et puis il faut venir faire plisser la serviette avec les orteils, et on voit les 3 phalanges des 4 orteils qui viennent vraiment griffer, et la phalange distale qui vient vraiment griffer. Ça, c'est grâce au recrutement des muscles extrinsèques du pied. Le short foot, par contre, c'est un exercice qui fait uniquement, ou préférentiellement, je dirais, intervenir les muscles intrinsèques du pied, et donc on ne voit pas cette griffe globale des orteils. Vous retrouverez très très facilement quand le film passera, ou sur internet, vous trouvez ça facilement sur des petits films, et on a cette contraction de l'arche qui fait que le pied se raccourcit et que l'arche médiale du pied ici monte. Vous le verrez tout à l'heure sur la démonstration de l'électrostimulation. Il existe cependant d'autres exercices que le short foot, et ça c'est une donnée qui est relativement récente, pour travailler les muscles intrinsèques du pied. Alors, dans un article publié en 2014, si ma mémoire est bonne, un collaborateur de Jay Hertel a montré que le two spread out exercise, que le force to extension et que le second to fifth to extension étaient également des exercices qui recrutaient très très bien les muscles intrinsèques. Voilà l'article. Alors, il est effectivement, je ne sais plus si on trouve la date ici, je ne vais pas la retrouver, enfin, c'est un article qui est très récent, 2014 ou 2015. C'est intéressant parce qu'il étudie l'augmentation de l'activation musculaire de tous les muscles intrinsèques listés ici, via l'IRM et le T2 à l'IRM. Donc c'est quand même une grosse manip. Et ce qu'il en ressort, je vous l'ai laissé en anglais parce que c'est vraiment une partie de la discussion et du résumé, eh bien chacun des 4 exercices, donc le short foot d'une part, mais les 3 autres également, eh bien sont associés avec une activation augmentée pour tous les muscles intrinsèques qui sont évalués. Alors on voit ici dans le résumé que bien sûr le short foot et le two spread sont les principaux, mais on voit également que les autres ont aussi une action. Donc encore une fois, il est possible de varier un petit peu pour pas que ça soit trop ennuyé, ou si le patient n'arrive pas à faire un exercice, on a possibilité de passer sur d'autres exercices.
Deuxième partie, après le gainage volontaire, le gainage maintenant en actif mais involontaire. Donc là, on parle de l'électrostimulation. Alors là, je vous renvoie aux travaux que moi j'ai publiés, qui sont en français dans Sciences et Sport 2009-2011. Je vous renvoie aux travaux de mon collègue Darren James de Londres sur la marche en 2012. On va le détailler après. Et puis à tout ce qu'a fait Patrick McKeown également. Alors, on va revenir en 3-4 slides sur les bases scientifiques, je dirais, de l'électrostimulation, en détaillant un tout petit peu. La première fois que ça a été fait, c'était chez moi à Reims, en France, par un podologue, Jean-Claude Gaillet, et qui a simplement placé ses électrodes donc, sur l'arche médiale du pied, une seule séance, 20 minutes, sur des gens qui avaient des pieds plats flexibles, et il a trouvé, en mesurant sur une plateforme, type plateforme de podologue, eh bien, un déplacement latéral et antérieur du point de pression. Et très intéressant, sur la plateforme, on avait 2 mois plus tard toujours un effet qui avait demeuré, alors qu'il n'y avait eu qu'une seule séance de quelques minutes. Ce qui fait dire dans la discussion de cet article qu'il existe évidemment un effet davantage ou aussi proprioceptif ou postural, et qu'il n'y a pas qu'un effet de renforcement qui nécessite X séances répétées, etc. Alors, après cet article fondateur, on retrouve des articles beaucoup plus récents, comme celui de Darren James, qui trouve, lui, sur la marche, une meilleure activation et une meilleure force des muscles intrinsèques du pied, et notamment une meilleure coordination, du coup, entre avant-pied et arrière-pied pendant la phase, je dirais, de passage du pas. Et ça, c'est très intéressant parce que lui développe, et ça on pourra en reparler dans les questions pour ceux que ça intéresse, notamment en préparation physique, il développe le concept de post-tétanic potentiation, le concept de PAP, vraiment de préparer le muscle à un effort, comme le connaissent très bien les préparateurs physiques. Et bien ça, on peut le faire en électro, et on peut sûrement le faire au niveau des muscles intrinsèques du pied. Il est intéressant aussi de constater pour les puristes que ce n'est pas tout à fait les mêmes courants qui sont utilisés par Darren James. Il y a une différence de largeur d'impulsion. On peut y revenir pendant les questions si vous le souhaitez. On passe là à des publics qui sont publiés un petit peu moins haut, qui sont les miennes au départ, mais en français, pour ceux que ça intéresse. On a pris simplement une population de jeunes avec des pieds plats flexibles, on a mesuré le navicular drop, la chute de l'os naviculaire, et puis on a fait simplement un programme de 6 semaines, et on a mesuré le navicular drop, donc avant et après, et on a trouvé qu'il y avait un navicular drop diminué sur le groupe test par rapport au groupe contrôle, donc une amélioration du support actif de l'arche. Là, on était bien dans une thématique de renforcement, puisqu'on avait plusieurs séances sur plusieurs semaines. Autre article que nous avons publié un petit peu plus tard en 2011, là on était sur un protocole, alors il n'y avait pas que l'électrostimulation, il y avait également des exercices actifs, donc ce n'était pas une monothérapie, mais on retrouve toujours un shift, un déplacement latéral du centre des pressions suite à l'électrostimulation de l'arche médiale du pied. Donc on confirme quand même qu'on peut décharger l'arche médiale du pied, prévenir une hyperpronation ou une pronation non contrôlée par l'électrostimulation, mais dans ce cas-là, encore une fois, couplé à d'autres activités plus volontaires. On arrive maintenant à la démonstration de l'électrostime. Donc là, le courant est en train de passer, le courant se relâche. Vous voyez le placement des électrodes ici, c'est un déplacement possible. On pourrait reculer cette électrode-là et venir la mettre un peu plus en arrière sur le corps musculaire vraiment de l'abducteur hallucis, de l'abducteur du gros orteil. Vous voyez ce qui se passe lorsque le courant passe. Vous avez une élévation de l'arche. Ici, la flèche sur le tubercule du naviculaire. Vous allez voir, hop, élévation du tubercule du naviculaire. Et on voit ici, si vous regardez ce qui va se passer au relâchement au bout du pied, effectivement, le pied s'est raccourci, comme dans le short foot, et on a eu une élévation. Donc on est bien sur une stimulation de l'arche, on est dans la physiologie même du spring, du ressort, via les muscles intrinsèques du pied. On comprend là tout à fait que ça soulage et que ce sont des agonistes de l'aponévrose plantaire, du fascia plantaire. Alors, petit souci encore là, j'en suis désolé, attention au torticolis. L'idée là, c'était simplement de vous montrer sur cette vidéo, alors imaginez bien sûr qu'elle est dans l'autre sens et que le pied est dans le sens anatomique, vers le bas et la jambe vers le haut. L'idée c'était de vous montrer simplement qu'on peut intégrer plusieurs choses ensemble.
Là, je voulais vous montrer qu'on pouvait faire le short foot exercise en même temps qu'on propose des exercices de montée sur pointe de pied dans un protocole de Stanish, ou etc. Alors là, en l'occurrence, on monterait sur 2, on descendrait sur 1. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'on a régulièrement chez les gens qui ont des faiblesses, notamment des tendinopathies d'Achille, des problèmes de mollet, ils ont tendance à venir monter en se posant davantage sur l'extérieur de leurs pieds. Et lorsqu'on leur demande de faire le short foot en même temps, eh bien, ils acquièrent cette capacité à monter en étant davantage sur le premier et le deuxième méta, avec un levier, je dirais, actif solide. Alors, autre photo ici, alors en l'occurrence petit film, on était sur un film qui normalement nous permettait de voir qu'on pouvait sauter simplement à cloche-pied avec l'électrostimulation. Il ne faut pas être trop loin parce qu'on est encore avec des systèmes de câbles, d'électrodes à câbles. Petite remarque, les nouveaux stimulateurs avec les électrodes Wi-Fi, les électrodes sont un tout petit peu trop grosses, trop volumineuses pour qu'on puisse les placer sous l'arche médiale du pied. Il va falloir attendre la prochaine génération et qu'elle diminue un petit peu de volume. Donc pour le moment, on est encore obligé de travailler au câble. Donc là, le sujet était en train de sauter simplement à cloche-pied en même temps qu'il y avait l'électrostimulation de l'arche médiale du pied. Dernière partie, et je conclurai à la suite de ça, j'étais obligé de parler un petit peu de la thématique du gainage du pied en courant pieds nus ou en chaussures minimalistes. En gros, la question, est-ce que si je cours pieds nus ou en chaussures minimalistes, je renforce mon pied, auquel cas tout ce qu'on a vu avant n'est pas utile? Alors, il y a deux écoles, j'allais dire jusqu'à très récemment, c'est cette théorie 1 que vous avez ici qui l'emportait très largement, c'est-à-dire en gros, pour faire de l'hypertrophie, du vrai renforcement, il faut être quand même à un pourcentage très élevé de la contraction maximale volontaire. En courant, en faisant des centaines, voire des milliers de pas, évidemment, on n'est pas à chaque pas à cette intensité-là, à ce niveau-là de contraction. Donc, on n'est pas au pourcentage, donc il n'y a pas d'hypertrophie, donc il n'y a pas de réel gain de force en courant minimaliste pieds nus. Voilà. Ça, c'est des choses qui ont été écrites jusqu'en 2012-2013. Je vous renvoie à un excellent article entre Krabak, Hoffman et Millet, qui est sous forme de point and counterpoint. Hein. C'est une espèce de discussion par écrit de pour et de contre qui relate très bien quelle était la pensée en 2011. Et puis, si on s'intéresse à ce qui a été publié beaucoup plus récemment, là je vous renvoie notamment à Johnson 2015, Miller 2014 et puis Shen il y a quelques semaines simplement, eh bien les choses ne sont pas aussi simples parce qu'on a quand même plusieurs études qui montrent une augmentation du volume des muscles intrinsèques du pied après des protocoles, alors sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, des protocoles de transition vers le minimaliste. C'est-à-dire en gros, on court, on augmente les contraintes sous l'arche médiale du pied. Vous connaissez tous la théorie du minimalisme. On a une hypertrophie, donc on a un réel gain de force. On utilise dans ce cas-là le lien entre si c'est plus volumineux, c'est plus fort. C'est des choses qui ont été montrées. Il y a aussi de toute façon de la rétention d'eau, de l'œdème, etc. Donc il faut être encore prudent. Mais il semble quand même qu'on puisse avoir un renforcement lié à l'utilisation des chaussures minimalistes. Alors, il faut faire gaffe parce que c'est quand même des protocoles d'assez longue durée. C'est quand même sur des sujets en général qui ont plutôt l'habitude et qui ont eu une éducation à la course minimaliste, comme à chaque fois qu'on parle de ce sujet-là. Dans l'étude de Johnson, il y a quand même 7 ou 8 sujets qui ont un œdème osseux au niveau des métas à la fin de l'étude. Et puis, il semble quand même intéressant de signaler qu'il y a toujours des exercices en parallèle, puisque de toute façon, dans toute transition pour arriver au minimaliste, sérieuse en tout cas, il y a des exercices en parallèle. Donc c'est pas non plus que le travail de la transition, c'est le travail sérieux de transition qui est courir en minimaliste progressivement, mais également faire des petits exercices en parallèle. Je vous renvoie à ces deux références, Spalding et puis Vibram Website, que vous trouverez sur le net, où vous avez des protocoles de transition vers le minimaliste pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est des résultats à confirmer. Dernière remarque, il semble aussi qu'on ait un renforcement plus important sur les muscles antérieurs, la partie antérieure des muscles intrinsèques, dont je vous parlais tout à l'heure dans la partie anatomique, c'est-à-dire que le fait de venir vraiment poser l'avant-pied, eh bien, il y aura un effet presque local. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, en électrostimulation, on est quand même très bon sur l'abducteur du gros orteil, qui est un muscle qui est très postérieur. Donc il y aura peut-être une combinaison à trouver entre les deux pour avoir le meilleur compromis possible. Voilà, on en arrive à la conclusion et puis au
au take-home message, comme on dit. Activation et renforcement isolé puis intégré dans le gainage du pied, en volontaire ou en involontaire. Ensuite, le rôle des intrinsèques qui est très très important dans la stabilisation, l'absorption et la propulsion. Donc dans tout, je dirais, dans tout le travail que peut avoir à faire un pied dans la vie courante ou dans le sport. La place de l'électrostimulation, qui est certainement très très importante et dont on n'a pas fini de parler sur ce sujet-là. Et puis le rôle de la course pieds nus en minimaliste qu'il faut pas négliger. C'est pas parce que c'est un sujet à la mode avec beaucoup de controverses et il y a quand même des gens qui publient des choses très sérieuses là-dessus. Voilà, il y a toujours des indications, des contre-indications, mais c'est quand même une manière très intéressante et naturelle de solliciter les muscles intrinsèques. Je termine simplement sur la dernière diapositive en vous faisant part de formations pratiques à venir que nous allons essayer de mettre en place pour certainement juin cette année à l'hôpital de la Tour, donc à Genève, qui serait sur à peu près une demi-journée, probablement sur des samedis, une demi-journée de samedi, sur le gainage du pied, avec une partie théorique, voilà, encore un petit peu plus fouillée, etc. Et puis une partie pratique avec les exercices en actif. Donc là, on n'aura plus besoin des films, même s'ils ne marchent pas, puisqu'on sera tous pieds nus et puis on pourra travailler là-dessus. Et puis l'électrostimulation, bien sûr, avec prise en main des appareils. Voilà, je vous remercie pour votre attention et puis on y va pour les questions. Eh ben, merci François pour cette présentation très détaillée. On va aller voir tout de suite s'il y a des questions, le temps que j'arrive à cliquer sur les bonnes cases. Et du coup, une première question de notre ami Yannick Barthélémy. J'espère que Yannick, tu es bien rentré à Valenciennes depuis samedi. A priori, c'est le cas. Donc Yannick nous demande, dans les tendinopathies du tibial postérieur, l'électrostimulation des muscles intrinsèques est probablement très intéressante en rééducation. Donc, en fait, c'est pas une question. Je sais pas. Alors, je ne sais pas si c'est une question, en tout cas si c'est une affirmation, je vais tout à fait dans le sens de Yannick. Moi, c'est systématiquement, bien sûr, dans le cas de ces tendinopathies-là, évidemment, puisque on a dit que les muscles intrinsèques du pied agissaient comme les agonistes du fascia plantaire dans les fascites plantaires, ils agissent évidemment comme les agonistes du jambier poste, du tibial poste, dans le soutien de l'arche médiale. Donc quand le tibial poste est surmené sur des pieds plats flexibles ou sur des exercices particuliers, eh bien si on ne peut plus tracter par en haut, j'allais dire pour l'arche médiale, il faut venir supporter par en bas. Et on a tout intérêt à travailler les muscles intrinsèques du pied. Donc oui, bien sûr. Jérôme, est-ce qu'il y a des articles qui mettent en évidence un lien entre bonne activation des muscles intrinsèques du pied et prévention du tendon d'Achille? Alors, à ma connaissance, pas d'article qui ait fait des études précises, je dirais, sur des pathologies ou des études prospectives, etc. Par contre, c'est régulièrement rappelé dans beaucoup d'articles qui traitent de la tendinopathie d'Achille qu'il faut travailler qu'il faut travailler les muscles intrinsèques du pied. Donc il n'y a pas d'études scientifiques là-dessus, mais vous trouverez des études qui le mentionnent un peu au même niveau que lorsqu'on regarde des études sur je sais pas moi, le syndrome fémoro-patellaire, on va parler du gainage du tronc ou du gainage du bassin, etc. Donc c'est quelque chose qui demande encore à être montré, mais alors en pratique, je peux vous dire que c'est évident et c'est quand même mentionné dans certaines revues. Mehdi qui nous demande si la course pieds nus se fait sur plan stable ou sur le sable et quel type de courant est utilisé pour l'électrostimulation. Alors, première partie de la question, alors la course pieds nus, je dirais, il faut quand même au départ privilégier un sol plutôt, je dirais pas dur, mais en tout cas qui ne soit pas un sol qui ne soit pas trop mou. Enfin, sur le sable, non, c'est quand même compliqué parce qu'on a une activation, on le sait, très augmentée des muscles, notamment de la loge postérieure de la jambe, et c'est un des gros effets, alors positif à terme, mais secondaire au départ du passage vers le minimaliste et la course pieds nus. Donc si en plus on le fait dans le sable, on est quasiment certain d'avoir des pathologies de surmenage du solaire, etc. Donc on préfère en général faire une transition qui va commencer sur tapis ou sur piste ou dans du sous-bois ou des choses comme ça. Donc
non, on va plutôt parler d'un sol plutôt stable. Ensuite, quel type de courant pour l'électrostimulation? Alors, moi, j'ai eu l'habitude on peut citer les marques, on cite pas les marques, on peut citer les marques. J'ai l'habitude de travailler avec Compex, déjà à l'époque en France, puis au Qatar, puis maintenant évidemment en Suisse. Donc le courant Compex dans ce cas-là de renforcement est en courant rectangulaire à moyenne nulle. Les fréquences sont des fréquences de force, voire de force explosive, donc de 80 Hz à 120 Hz. Et puis ce qui est très important, donc c'est un peu la perche que j'ai tendue pendant la présentation, c'est la largeur d'impulsion. La largeur d'impulsion est en général de 400 microsecondes chez Compex. Et les travaux de Darren James, les travaux de Nicolas Maffioletti aussi sur la Schulthess clinique à Zurich, etc., montrent qu'avec des largeurs plus larges, plus grandes, donc qui peuvent aller jusqu'à 1 milliseconde, on aurait un effet encore augmenté. Donc ça, c'est quelque chose qui demande à être montré pour les muscles intrinsèques, et c'est d'ailleurs un des sujets auxquels nous allons nous atteler nous très prochainement, alors là, vraiment en termes de recherche. Mais sinon, c'est du courant type renforcement musculaire classique, par exemple chez Compex, donc alternant temps de travail, temps de repos sur 5 à 6 secondes, etc. Bon, vous avez vu qu'on est nombreux ce soir, hein. Il y a François, moi, Nostradamus et le président du CSA qui autorise à citer les marques, donc on s'amuse bien. Clémentine, bonsoir. En cas d'une opération d'Alex Valgus avec transposition de l'abducteur de l'allux, est-ce aussi recommandé de faire le renforcement des muscles intrinsèques du pied? Et si oui, à partir de quand est-il possible d'envisager l'électrostimulation? Alors à partir de quand, là je vais vous envoyer la tarte à la crème classique, référez-vous aux recommandations du chirurgien. Je vais quand même dire en ajoutant que on peut faire de l'électrostimulation à moyenne nulle avec ces courants-là sur des tissus où il y a une ostéosynthèse, puisqu'il n'y a pas d'effet thermique. On en fait à la sortie du bloc opératoire sur des vastes internes, etc., suite aux ligamentoplasties. Donc voilà, de ce point de vue-là, il n'y a pas forcément de limitation. Oui, bien sûr, c'est une excellente indication. Je rajoute également que l'hallux valgus préopératoire, enfin qui n'est pas encore opéré ou en traitement conservateur, ça fonctionne aussi très très bien. Je vous ai montré des vues de profil, mais sur une vue qu'on aurait vue de dessus, dès qu'on monte à 15-20 mA en général sur un abducteur du gros orteil en électrostime, on voit une vraie abduction du gros orteil. Vous pourrez vous amuser sur vous ou sur vos patients, c'est remarquable. Alors c'est un peu un phénomène temporaire pendant la stimulation, mais c'est quelque chose qui peut arriver à, peut-être pas à corriger, mais en tout cas à ralentir une évolution d'hallux valgus, en plus des autres actions comme de porter des écarteurs, etc. etc. Et donc Jérôme qui disait d'accord, donc a priori qui souscrit à la réponse qui a été faite à une de ces questions. Et Jérôme qui nous remercie pour le transfert de connaissances qui est l'objectif de l'Académie de la Cheville. Pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas à sauter sur vos claviers si une ou plusieurs questions venaient. A priori, François a quelque chose à rajouter, donc ça va vous laisser du temps pour rédiger vos questions s'il y en a. Non, je voulais simplement rajouter que pour ceux qui sont intéressés, il y a les journées francophones de kinésithérapie qui vont avoir lieu chez Mickey, à Disneyland. Je ne me souviens plus de la date d'ailleurs, mais c'est fin avril. Et qu'il y aura une partie de présentation là-dessus, notamment sur la prévention des pathologies du coureur, etc. Moi, j'aurai le bonheur de présenter un moment ensemble avec Blaise Dubois. Donc pour ceux qui connaissent Blaise Dubois, c'est vraiment quelqu'un qui est très très intéressant dans sa prise en charge via la chaussure minimaliste. Donc on fera une heure avec une demi-heure chacun sur la prévention des blessures en course à pied, et puis ensuite il y aura un workshop, etc. Donc voilà, je pense que ça sera une manifestation assez intéressante, et il y aura notamment cette partie-là. Voilà, pour info. Très bien, toujours pas de nouvelles questions a priori, donc si ça en reste là, il nous reste simplement à vous remercier encore une fois d'avoir été aussi nombreux et d'avoir participé à cette présentation.
Et puis, simplement, vous souhaiter une bonne soirée. J'ai l'impression qu'on revient. C'est bon, on a tout, on a traité toutes les questions. Donc, rien de nouveau pour le moment. Ah si, voilà. Donc, Baptiste, pouvez-vous en dire plus sur la post-tétanique potentiation avec l'accent. Ouais. Alors, oui, la post-tétanique potentiation, on a aussi Nelson Montfort, hein, donc, qui est là, qui nous a rejoint donc, hein, dans le studio. Bien, donc la post-tétanique potentiation, oui, c'est simplement, donc encore une fois, les préparateurs physiques connaissent ça très bien, c'est-à-dire que, vous savez, c'est ces prépas physiques ou ces entraîneurs qu'on voit notamment en athlétisme au bord de la piste faire soulever sur quelques répétitions simplement très lourd aux athlètes et puis leur demander de courir ensuite, etc. pour faire un transfert. Hein, on sait que si on a une sollicitation musculaire très importante sur quelques reps, eh bien on va avoir une amélioration de la transmission synaptique, etc. Donc c'est une facilitation musculaire et on sait que c'est possible aussi de le faire en électrostimulation. Donc en volontaire, ça s'appelle la PAP, c'est Post-Activation Potentiation, et puis en électrostimulation, c'est Post-Tétanique Potentiation, puisqu'on est moins actif, en tout cas on n'est pas volontaire, et c'est quelque chose qu'on doit pouvoir utiliser, notamment en rééducation, sur différents muscles. Imaginez un programme qui durerait 2 ou 3 minutes en électrostimulation et qui permettrait ensuite de bonifier la séance qu'on va mettre en place au niveau d'un quadriceps, d'un membre inférieur, d'une cheville, d'un mollet, etc. Donc c'est un courant qui existe déjà sur les complexes, par exemple, qui est à mon avis pas assez utilisé en kinésithérapie, en physiothérapie, parce qu'on a peut-être un peu moins cette culture-là que les préparateurs physiques. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment de l'avenir, notamment pour les muscles intrinsèques du pied. Voilà, donc c'était pour en parler un petit peu plus, mais c'est quelque chose qui nous tient à cœur beaucoup, et je pense qu'on publiera dans les mois à venir là-dessus. On va essayer de manipuler là-dessus. Brice qui nous demande l'électrostime est-elle utile pour la luxe valgus et sur quel endroit doit-on placer les pastilles Ouais, donc c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, à mon avis, sur la luxe valgus, même non opérée, ça peut porter ses fruits. Encore une fois, n'en attendons pas une correction anatomique, hein, on est bien d'accord. Faut quand même savoir de quoi on parle. Les électrodes sont à placer vraiment sur le corps musculaire. Pour l'électrode positive, hein, pour l'anode, sur le corps musculaire de l'abducteur du gros orteil. Donc vous êtes, si vous suivez sur un pied de profil dont on regarderait la face médiale, vous prenez la ligne de la jambe, vous passez par la malléole interne et juste en dessous, vous ne pouvez pas vous tromper parce que la masse qui est un petit peu plus molle là, c'est le corps musculaire de l'abducteur du gros orteil. Et puis la deuxième électrode est à placer en avant, sous l'arche médiale du pied, juste avant évidemment la base des métas. La tête des métas, pardon. Baptiste qui revient et qui nous demande, qui pose la question de l'intérêt de la méthode bulgare pour le pied. Alors, ouais, on va plutôt, ouais, ça me paraît un petit peu, peut-être un petit peu lourd, un petit peu beaucoup et un petit peu trop prépa physique, je dirais, sur la méthode bulgare. Après, tout est ouvert parce que on n'en est qu'au début, je dirais, sur l'arche médiale du pied. Moi, je crois beaucoup plus à l'activation, je dirais, à la post-tétanique activation, parce que c'est je dirais un facilitateur, quelque chose qui va bonifier ce qu'on va faire derrière. Après, effectivement, tous les muscles peuvent répondre à la méthode bulgare ou à tout type de musculation. Attention quand même, les intrinsèques du pied, on va avoir du mal à les solliciter sans solliciter aussi un tendon d'Achille, un mollet, donc faut juste faire attention aux charges. Baptiste toujours, force sur complexe puis saut dynamique, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Donc c'est ce que je devais montrer sur une des vidéos, hein, où le gars était branché et puis faisait du cloche-pied simplement. Il faut évidemment arriver à faire des méthodes dynamiques. Donc encore une fois, dans la post-tétanique potentiation, on parlerait d'abord du faire le complexe et ensuite de faire l'activité. Mais moi j'aime beaucoup dans cette partie que j'ai appelée intégration.
et qu'on a appelé intégration dans le papier avec McKeown en 2015, l'électro en même temps, hein, puisqu'on sait qu'il y a une synergie quand on fait un exercice actif en même temps que l'électro, donc l'électro en même temps que la contraction volontaire. Donc oui, complexe en même temps que les sauts, évidemment. Jérôme, quels sont les tests rapides pour savoir si l'effondrement de l'arche médiale chez un patient est modifiable ou non? Alors, tous les tests dont la base est de dire comment se comporte le pied quand il n'est pas en charge par rapport à quand il est en charge. Donc je peux redécrire le navicular drop, hein, le test de l'os naviculaire, mais vous l'avez dans le papier que je citais et qui est en français dans Sciences et Sport en 2009, je crois. En gros, vous mettez le sujet assis et puis vous mesurez la distance entre un repère que vous avez pris sur son tubercule de l'os naviculaire et puis le sol, hein, avec une petite réglette, etc. Et puis ensuite vous mettez le sujet debout, alors suivant les protocoles en appui monopodal ou pas, nous c'était en appui monopodal, donc évidemment sous l'effet du poids de son corps, l'arche de son pied va s'affaisser, vous remesurez la distance entre le tubercule du naviculaire et le sol, et vous faites la différence entre la distance quand on était en décharge et la distance lorsqu'on est en charge. Et puis il existe des règles, hein. Donc si vous êtes à plus de 13 mm, et ben on dit que c'est un pied plat flexible, si vous êtes à moins de 7, c'est un pied creux rigide, etc. Donc voilà, ça juge de la stiffness, de la raideur, de la déformabilité, de la compliance, etc., de l'arche médiale du pied. Donc il faut plutôt parler en ces termes-là, et à ce moment-là, si vous voyez une différence une grosse différence, je dirais, entre en décharge et en charge, vous pouvez vous dire que certainement vous avez quelque chose à faire sur l'arche médiale du pied. Voilà, j'espère que la réponse était assez claire. Les références, c'est Brody, 1982 de mémoire, qui a le premier parlé du navicular drop, en tout cas qui l'a publié. Et puis après, vous avez beaucoup de références sur le navicular drop, la chute du naviculaire. Il y a d'autres mesures, mais qui sont un petit peu plus complexes. Je pense au FMM, Foot Magnitude Measurement, que vous pouvez retrouver, qui a été fait par des Australiens, McPoyle il s'appelle, et qui mesure en fait en 2 dimensions à la fois l'affaissement de l'arche et à la fois l'élargissement du pied, et qui avec une règle toute simple de Pythagore arrive donc à donner une idée dans les 2 dimensions de la déformation du pied, mais c'est exactement le même principe que la chute du naviculaire. Voilà. Une dernière question de Brice, pouvez-vous parler de la capacité musculaire du pied et les besoins de récupération par rapport au reste du corps? C'est peut-être une référence à mes abdos, encore une fois. Alors, je vais répondre sur le pied, pas sur les abdos. J'ai pas grand chose à répondre. Je dirais que j'ai rien sur de la littérature en tout cas, comme ça, qui me viennent à l'idée. À mon avis, on pêche toujours plutôt par défaut de sollicitation des intrinsèques du pied. Moi, je suis toujours surpris par la capacité de ces muscles quand on les entraîne. Donc, je pense très rarement en termes de récupération pour ces muscles-là. Je pense plutôt en termes de, ils sont un peu désactivés, ils sont un peu inhibés, ils sont un peu faibles, et on y va et on envoie. Il peut arriver qu'il y ait des crampes, hein. On a tous eu, ou à la piscine, ou les patients des fois le décrivent au lit, hein, avec le poids de la couette, simplement vous savez, ces crampes qu'on a un peu sous le pied. Ça ne veut pas dire que les muscles intrinsèques sont surmenés ou quoi que ce soit, ça veut peut-être dire simplement qu'ils ont une petite inhibition, quelque chose qui ne va pas, enfin bref, mais je me pose jamais la question en ces termes, parce qu'ils sont plutôt souvent en forme d'incapacité, donc plutôt à renforcer qu'à faire récupérer. Voilà. On arrive de nouveau à une période où il n'y a plus de questions. Brice remercie François, donc parfait. Si les choses restent ainsi, il va nous rester qu'à conclure, et à vous remercier encore une fois de votre intérêt et de votre participation, et vous donner rendez-vous pour une prochaine session sur un prochain thème de l'Académie de la Cheville. Je ne sais pas si on a intégré le programme sur la diapositive suivante. Et ben voilà, si, c'est très bien fait. Hein. Et donc la prochaine fois, ce sera Brice Picot et moi-même qui essayeront de faire un point
le plus précis possible, mais bien évidemment pas complètement exhaustif, parce que c'est pas tout à fait possible, sur les tests accessibles, fonctionnels, qui permettent de guider un peu le retour sur le terrain après une instabilité de cheville. Je me rends compte qu'il y a eu un problème de copier-coller parce que Brice Picot, bon, en fait, il est juste kiné dans tout ça là. Il est pas PhD, il est pas, voilà, c'est la signature de François qui est attribuée à Brice et c'est sûrement pas du fait de Brice, c'est vraiment une erreur d'inattention. Merci à tous, à très bientôt et encore une fois, on vous remercie pour votre fidélité à l'Académie de la Cheville. Bonne soirée.